pour ouvrir cette matinée et la dernière partie du cycle de prévision-planification, une table ronde stimulante montée par le cabinet Sitwell avec un titre percutant, en tout cas qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt. L'IA au service de l'amélioration des prévisions de vente. Fausse bonne idée? Point d'interrogation. Je vous présente les trois personnes qui vont animer cette intervention de 45 minutes. Donc Saad Kadioui, qui est associé digital et SI du cabinet Sitwell, associé donc à Ider Oudad, excusez-moi, fondateur d'IoD Solutions, et Olivier Jonard, manager de transition, mais en tout cas dirigeant expérimenté et dans divers secteurs en supply chain. On peut citer Sportscape, mais aussi Agro Mousquetaire et peut-être même d'autres expériences passées et à venir. Messieurs, je vous laisse l'estrade pour 45 minutes et je reviendrai pour animer la partie questions-réponses, mais je crois que vous avez déjà prévu dans votre intervention d'interagir avec la salle. J'y vais, je commence. Bonjour à tous et merci d'être venus. Vous m'entendez là? Ouais. Donc Saad Kadioui, moi je suis associé du cabinet Sitwell en charge de l'activité Digital et SI. Donc je co-dirige avec Alexandre Boucharla. Et j'ai 17 ans d'expérience dans les projets de transformation SI. Alors ça va de l'idéation de la transformation jusqu'à la stabilisation post-go live. Et j'ai fait ça dans des entreprises de transformation principalement industrielles. Olivier Jonard, donc effectivement, je suis manager de transition après une quinzaine d'années d'expérience en direction supply chain, dans lesquelles j'ai été impliqué dans la mise en œuvre de solutions classiques, je dirais SNOP, de Demand and Supply Planning, mais pas seulement. Donc effectivement, Agro Mousquetaire, Private Sport Shop, auparavant Pandora, et puis Ekes Granini, un petit peu de Nestlé aussi au début des années 2000. Bonjour à tous, Ider Oudad, moi je suis le dirigeant et fondateur d'IoD Solutions. On est un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets IA. Donc c'est pour aider les équipes opérationnelles à prendre de meilleures décisions en les aidant du point d'identifier les cas d'usage IA à forte valeur ajoutée jusqu'à la mise en œuvre de solutions IA adaptées à leurs besoins. Et peut-être avant de démarrer sur ce qu'on veut vous présenter, on aurait aimé aussi avoir votre avis sur la question. Alors d'un point de vue un peu plus global, quelles sont vos connaissances ou qu'est-ce que vous connaissez des applications IA dans la supply chain? Alors on a fait un petit Mentimeter, si vous pouvez scanner le petit QR code. Ah pardon. Hop. Mais ils n'ont pas eu le temps de scanner? Donc voilà, donc, normalement vous devez atterrir sur notre Mentimeter préparé avec la première question du jour. Est-ce que tout le monde a eu le temps de scanner? Ok. Donc la première question, connaissez-vous les applications de l'IA pour la supply chain? Et vous allez avoir un certain nombre de propositions sur lesquelles nous vous proposons... Oui. Vous êtes sur la question 4 directement. Sur le Mentimeter, il enclenche sur la question 4. C'est bon? Ok, c'est tout bon. Alors, il est 9h30 du matin sur le deuxième jour du salon. Donc, vous voulez aussi vérifier que vous étiez bien réveillé. Il y a un piège dans les réponses. Je vois que certains sont déjà tombés dedans. Bon, on voit effectivement qu'il y a quand même un panel de connaissances qui est très bon sur l'ensemble, en tout cas une partie des applications de l'IA qu'on voit les plus mûres sur la supply chain. Et le piège dont je parlais, c'est bien celui de la robotisation de l'entrepôt, qui ne fait pas partie de la famille des technologies de l'IA, parce que l'IA, dans sa définition la plus simple, c'est la capacité des machines à reproduire les capacités intellectuelles humaines, donc de compréhension, d'apprentissage, de résolution de problèmes, là où la robotisation, c'est vraiment pas ça, quoi. Donc justement, qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce qu'elle apporte
à la supply chain, moi, je propose de faire un petit tour d'horizon sur les applications que nous connaissons de la supply chain avant de rentrer dans le vif du sujet avec IDER. Alors merci Saad, oui, effectivement. Donc les petites questions étaient pertinentes, parce qu'on voit quand même qu'il y a des gens qui mettent la robotisation dans les sujets IA. Alors pour résumer, en fait, quand on parle de sujets IA, il y a la notion d'apprentissage à partir des données. Donc pourquoi la robotisation, ça en fait pas partie? Parce que la robotisation, c'est automatiser un comportement déterministe et clair. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on ne le met pas dans le sujet IA. Par contre, tous les autres cas d'usage qu'on a vus, ils ont un point commun qu'on creusera un peu plus avec Olivier dans la suite, c'est que c'est des sujets d'aide à la décision, et c'est des décisions souvent complexes. Et pourquoi en fait on parle de plus en plus de l'IA aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant de faire un tour d'horizon des cas d'usage IA, c'est parce que ces décisions, elles sont de plus en plus complexes dans des contextes de supply chain qui sont volatiles et incertains. Et donc on a besoin de plus en plus d'appuyer et d'éclairer ces prises de décision opérationnelles et grâce à des outils IA. Et ces outils IA, ils peuvent aider sur vraiment toute la chaîne de valeur de la supply chain. Ça, c'est un point important. On va vraiment le classique dont on va un peu plus parler sur la prévision et la planification. Et là, on va pouvoir mettre en place des modèles IA pour avoir des niveaux de précision de vente qui sont meilleurs, optimiser la charge, par exemple, sur la production, les transports, mais jusqu'au sujet très aval de transport et distribution, en passant au milieu par exemple, un sujet peut-être qui est encore peu adressé aujourd'hui, tout ce qui est sourcing et approvisionnement. Parce que, par exemple, on a des exemples de cas d'usage autour de l'anticipation des risques supply chain. Et pourquoi, en fait, là, l'IA, ça peut aider? Parce qu'à partir du moment où vous avez des données sur des événements matériels de risques qui se sont passés, et que vous avez tout un tas de signaux faibles sur ces événements majeurs de risque, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour apprendre, pour détecter les signes avant-coureurs dans votre supply chain et pouvoir anticiper ces risques. Et puis, pour finir sur ce tour d'horizon, le sujet, effectivement, stock. Et là, le sujet stock, pourquoi et comment on peut utiliser l'IA pour optimiser, par exemple, des paramètres MRP ou autres, c'est toujours la même règle, finalement. J'ai des données, ces données, elles contiennent de l'information, et l'IA, ça va m'aider à extraire, un peu comme un citron, le jus de citron, je vais pouvoir extraire de l'information de ces données-là. Et pourquoi c'est de plus en plus prégnant dans la supply chain? Parce que comme je vous le disais juste avant, les décisions opérationnelles, on allait les prendre de façon de plus en plus fréquente. Les impacts de ces décisions, donc en gros les impacts des décisions de réappro ou d'appro, elles ont des impacts et des coûts non négligeables. Et comme j'ai dans un contexte très compliqué, je dois outiller mes équipes opérationnelles pour les aider à mieux décider, à éclairer cette prise de décision grâce à ces outils et grâce à l'IA notamment. Donc voilà un peu le tour d'horizon des cas d'usage pour la supply chain. Vous voyez, il y en a vraiment sur toute la chaîne de valeur. Et nous, on va se concentrer dans cette table ronde, comme on l'a dit, sur une partie de la supply chain et un processus qui est probablement un peu le parent pauvre en termes d'outillage, mais pourtant qui regroupe vraiment tout un tas de décisions opérationnelles très importantes, qui est le processus SNOP. Et donc du coup, la deuxième question qu'on a pour vous, qui est plus ouverte là pour le coup, c'est comment vous envisagez en fait d'intégrer l'IA dans votre processus SNOP, vous aujourd'hui en tant que professionnel de la supply chain. Donc là pareil, si vous pouvez vous reconnecter sur votre Mentimeter et vous écrivez vos réponses, elles vont apparaître en nuage de mots. Donc là, c'est volontairement une question très ouverte, donc vous pouvez vraiment nous dire ce qui vous passe par la tête. Voilà, si vous ne voyez pas le sujet, vous l'écrivez, et puis après, on rebondira par rapport à ça. Ah, tout le monde s'est rendormi? Est-ce que ça marche? Ah, ça arrive. OK. Planification, automatisation, prévision des ventes. OK, donc on est rassuré, on voit notre prévision des ventes. Power BI, OK, pourquoi pas. Forecast Reliability, Demand Planning, correction historique, lien avec le sell-out, Réapro. Donc OK, pas mal de notions. Il y a des notions très techno-outils comme machine learning et Power BI. Power BI, c'est qu'un outil, un moyen de mettre ça en place. Et puis il y a des notions plus cœur métier, j'ai envie de dire. Et là, Olivier, je te passe la parole sur
pour que tu puisses nous partager, toi, un retour d'expérience sur justement comment on peut optimiser un processus SNOP grâce à l'IA. Volontiers. Donc effectivement, ce qu'on voit ressortir, c'est beaucoup prévision des ventes, demand planning, anticipation. Je dirais que c'est un peu le cœur de métier de l'IA de manière générale, puisque l'IA c'est très bon pour faire des prédictions, ou c'est très connu pour faire des prédictions. Et donc naturellement, quand on se dit tiens, je voudrais mettre de l'IA dans mon process SNOP, ça paraît naturel de dire je vais le mettre au niveau du demand planning et je ne change rien par ailleurs. Moi, ça me fait un petit peu penser à la phrase d'Henry Ford sur si je demande à mes clients qu'est-ce qu'ils veulent pour aller plus vite, ils vont dire je veux des chevaux qui courent plus vite et je veux pas forcément. Personne n'est capable d'imaginer en fait le véhicule automobile avant qu'il apparaisse. Pour moi, c'est un peu la même chose et j'ai été confronté il y a environ 5 ans sur une problématique SNOP qui était extrêmement complexe, que j'avais jamais vu auparavant, que j'ai rarement vu d'ailleurs ensuite. C'est de la planification des abattoirs, parce que j'étais dans une structure qui pilotait des abattoirs de bovins, où on a en fait une extrême complexité et des risques et de la variabilité sur l'ensemble des données, c'est-à-dire évidemment sur la demande, quelles sont les promotions qui vont avoir lieu, quelles sont les promotions que les concurrents vont faire au même moment, mais aussi sur les prix, à quel prix la matière va se vendre, les différents muscles vont se vendre la semaine prochaine, la semaine d'après, quel va être le prix également des animaux qu'on va acheter, quelle est aussi la structure, la conformité des animaux qu'on va acheter, le taux d'engraissement, etc. Et tout ça met un risque énorme sur, finalement, complexifie de manière extraordinaire la décision sur combien d'animaux je dois acheter la semaine prochaine et celle d'après, avec quasiment un cycle SNOP et des décisions très engageantes sur la profitabilité de l'entreprise et des opérations quasiment toutes les semaines. C'est-à-dire toutes les semaines, on est capable de dire à la fin de la semaine, est-ce qu'on a fait de la marge ou pas, en fonction des décisions qu'on a prises le vendredi de la semaine suivante sur combien d'animaux on va acheter et on va abattre. Et comment surtout on va valoriser la matière. Est-ce qu'on va faire du steak haché ou est-ce qu'on va faire est-ce qu'on est capable de vendre des muscles plus chers. Et donc à cette occasion, j'ai fait évidemment la plupart des solutions standard SNOP ou Demand and Supply Planning sont incapables de répondre à ce genre d'approche, en plus sur du désassemblage. Et donc c'est là que j'ai été confronté fait appel à d'autres sociétés, une société en particulier qui n'est pas autour de la table, mais qui est aussi au salon, qui s'appelle Locad, et qui m'a permis d'adresser ce problème-là de manière complètement différente et de challenger un peu aussi la façon dont on fait traditionnellement de la supply chain, et en particulier du SNOP, c'est-à-dire de reprendre le sujet à la base et de se dire travaillons sur les décisions qu'on doit prendre finalement, au lieu de dire je vais améliorer ma prévision de vente et forcément ça va baisser mes stocks, améliorer mon taux de service, etc. De se dire au fait c'est quelle décision doit-on prendre et je pense qu'en fait dans chacune des supply chains auxquelles vous êtes tous confrontés, les décisions ne sont pas tout à fait les mêmes, l'environnement n'est pas le même et les paramètres à prendre en compte et le type de décision, la rapidité avec laquelle on doit prendre ces décisions ne sont pas les mêmes. Et donc l'IA permet justement, avec un regard un peu neuf et souvent des approches plus customisées, plus modulaires, d'adresser en fait cette prise de décision et d'optimiser la décision. Et d'optimiser la décision, c'est quoi? C'est la rendre plus rapide, de prendre en compte plus de paramètres, parce que là, dans l'exemple du bœuf et des bovins, c'était en fait des experts qui étaient là depuis une vingtaine d'années et qui avaient tous les paramètres en tête de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le découpage, etc. Et en fait, de capturer cette expertise et de la mettre et d'intégrer des décisions et des paramètres qui ne sont même pas intégrables, même par un expert, au quotidien. Et donc l'IA permet de faire ça. Et dans cet exemple-là, on a effectivement eu très rapidement des résultats assez probants sur des outils d'aide à la décision. Là encore, l'IA ne va pas prendre forcément les décisions à la place des planificateurs ou des acheteurs, mais va permettre de les aider à plus rapidement mettre le doigt sur les différents scénarios, les risques si on va dans telle direction ou dans telle direction, de façon à aussi rationaliser finalement la décision et donner les éléments pour prendre la décision. Parce qu'on est souvent, dans la supply chain, on est un petit peu obsédé par le taux de service en disant OK, il faut absolument qu'on fasse 99% de taux de service ou 99,5%, sans vraiment avoir les conséquences, sans vraiment se poser trop la question de dire est-ce que cette semaine-là, on risque pas de dégrader la profitabilité si vraiment on tient le 99,5 et peut-être il faut se dégrader un petit peu le taux de service pour tel client
de façon à avoir une profitabilité globale qui est bien meilleure. Donc ça, c'est ce genre de questions que l'IA est capable de nous aider à résoudre au quotidien et de laisser plus de temps aussi aux experts et aux planificateurs de prendre en compte ces éléments et de prendre les bonnes décisions. Merci Olivier pour cet exemple. Peut-être en complément, je peux juste illustrer avec un autre exemple dans une autre industrie, plutôt d'assemblage. Là, le sujet, c'était le point de départ du client, c'était est-ce que vous pouvez m'aider à prédire les retards de livraison? Et donc là, pareil, dans une approche naïve, on peut commencer par se dire, bah oui, je vais prédire les retards de livraison, et puis en améliorant ma prévision du retard de livraison, bah, je vais améliorer mon process de manufacturing derrière. En réalité, le sujet, c'est pas de bien prédire le retard de livraison. Le sujet, c'était de prendre une meilleure décision sur est-ce que je remobilise une équipe pour monter telle pièce, et est-ce que je suis suffisamment confiant sur la date d'arrivée de cette pièce pour mobiliser cette équipe, et cette équipe-là, bah, ça a un coût de la mobiliser. Et si la pièce n'est pas là, bah, je vais la mobiliser pour rien. Donc vous voyez là, on revoit la bascule de je cherche à prédire quelque chose à je reviens sur la décision opérationnelle. Et en fait, de bien cadrer ça en début de projet, ça change tout le projet et ça sécurise en fait les retours sur investissement, parce que derrière, on va faire des modélisations qui vont être utiles aux équipes opérationnelles parce qu'elles sont alignées sur la prise de décision opérationnelle et que c'est ça en fait qui amène de la valeur. Donc c'est un autre exemple dans une autre industrie, mais fondamentalement, le sujet est le même. C'est je vais aider à la prise de décision de est-ce que effectivement, est-ce que je remobilise une équipe pour monter cette pièce? Et bien sûr que le sujet de prévision vient m'aider à, avec une certaine probabilité, dire oui, là je suis confiant à un certain nombre de pourcents sur le fait que je vais avoir cette pièce et que ça vaut le coup de prendre le risque de mobiliser une équipe pour pouvoir monter ma pièce et livrer mes clients derrière. Donc voilà, là on a fait le tour sur ce sujet de intégrer l'IA dans votre processus SNOP. Ce qui est important de garder en tête, c'est vraiment dans le processus SNOP ou ailleurs, mais en particulier dans le processus SNOP, c'est vraiment très simple, c'est de partir de la décision opérationnelle plutôt que de vouloir partir directement sur ce que je cherche à prédire ou ce que l'IA va faire. C'est passer de qu'est-ce que l'IA va faire pour moi, qui est un peu la question basique, à comment je vais faire avec l'IA pour être meilleur dans mes prises de décision. Et ce changement d'état d'esprit, il est vachement important pour bien structurer les projets et sécuriser le ROI après. Si on passe maintenant à la troisième question, qui est comment envisagez-vous la mise en œuvre de l'IA? Alors pareil, là, il y a la question... Donc, comment envisagez-vous la mise en œuvre de l'IA au sein de votre entreprise? Donc, vous avez trois possibilités. Comprendre l'ensemble des besoins métiers et construire une réponse complète et robuste. Travailler par itération sur des périmètres réduits. Et puis, investir fortement dans l'amélioration des prévisions de vente. On vous a un peu aidé, normalement. Mais vous avez le droit de faire les... Il paraît qu'on apprend mieux quand on fait les erreurs soi-même, donc on a le droit de le faire aussi. Mais Ou on peut avoir des désaccords. aussi. Et ça, on y répondra pendant les questions-réponses, et on est content quand il y a du désaccord, ça fait avancer le débat. D'accord, donc là, je vois que on est beaucoup sur travailler par itération sur des périmètres réduits. En deuxième place, il y a comprendre l'ensemble des besoins métiers et construire une réponse complète et robuste. Et puis en troisième place, il y a quand même 5 personnes, et je veux bien qu'ils se manifestent pendant les questions-réponses, qui nous disent investir fortement dans l'amélioration des prévisions de vente. Olivier, est-ce que tu peux, je pense que les gens ont fini de voter, en tout cas ceux qui voulaient, nous partager un peu ton retour d'expérience justement sur comment ça s'est passé finalement ce projet dans la mise en œuvre opérationnelle de l'IA au sein de l'entreprise et sur le cas que tu mentionnais juste avant. Donc si je continue sur l'exemple de la mise en place d'outils de Demand and Supply Planning, effectivement l'IA aussi apporte je dirais un bol d'air, un aspect un peu rafraîchissant sur ces projets assez typiques où finalement on passe beaucoup de temps à mettre en place le demand planning. Pour mettre en place le demand planning, il faut de la data, il faut nettoyer la data, il faut choisir les modèles, il faut choisir les solutions, il faut embaucher des demand planners, il faut les former. Donc là, on est déjà parti pour minimum 6 mois si on est déjà très bon.
Ensuite, il faut mettre en place du supply planning qui va intégrer tout ça, intégrer évidemment toutes les contraintes usines, toutes les contraintes des approvisionnements, etc. Là, on rajoute un bon 9 mois. L'intérêt, enfin en tout cas de mon expérience de l'IA, et c'est pas tellement l'IA en tant que tel, mais c'est aussi les acteurs qui aident, qui existent maintenant et qui aident à la mettre en place, donc tels que Sitwell et IoD Solutions, et pas que. Hein. Ça permet justement de repartir de problèmes presque plus simples, de partir quasiment des feuilles Excel qui subsistent dans vos organisations aux mains des experts, aux mains des gens qui prennent les décisions, si on revient sur cette question de la décision. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur feuille Excel? Quelle data ils téléchargent tous les matins de ClickView, d'autres outils BI pour nourrir leur feuille Excel, faire tourner leur macro, et ensuite se dire « Ah ouais, je vais réapprovisionner tant de ça, tant de ci, tant de ça ». Et en fait, de partir de ces données qui sont souvent imparfaites, qui ne sont pas forcément propres, mais ce sont les données réelles utilisées par les gens sur le terrain pour prendre les décisions et pour faire tourner vos supplies, et de comprendre les algorithmes qu'ils ont et de dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à prendre cette décision plus vite, de manière automatisée, de façon à ce que tu aies plus de temps pour un peu se projeter sur les sujets plus tactiques, et puis aussi faire, je dirais, capitaliser sur cette expertise qui sont, je pense que tout le monde en a l'expérience. Moi, ça fait 30 ans que je travaille en supply chain, j'ai toujours eu ce genre d'experts qui prennent ces décisions basées sur de l'Excel et de la data qu'ils récupèrent à droite à gauche et qui subsistent malgré tous les outils fantastiques qu'on met en place. Et c'est ces gens-là souvent qui sont capables justement d'estimer le risque et de se dire je préfère de commander un petit peu plus, un petit peu moins, parce que dans leur modèle, ils ont aussi cette expertise du risque qu'ils prennent. Et donc avec l'IA et avec des acteurs qui sont capables de mettre en place des petits modules, je dirais simples, et de partir des données réelles, on peut justement partir des données qu'on a aujourd'hui. Évidemment, il y en a certaines qu'on va devoir compléter. Ah tiens, ça serait intéressant, comment tu fais pour récupérer par exemple les promos de la concurrence? Ok, je vais sur tel et tel site parce que je sais ce qui va se passer. Donc ça, on peut effectivement peu à peu intégrer des nouvelles données pour nourrir les modèles, mais on peut déjà, et c'est mon expérience, de partir de choses très simples et d'avoir déjà un petit modèle qui tourne au bout de 1 ou 2 mois, et sur lequel le planificateur ou celui qui pilote les transports ou planifie le staff de son entrepôt pour la semaine prochaine est capable déjà d'avoir un support, une aide, et de passer moins de temps sur Excel et sur la récupération des données et plus sur la préparation. Moi, j'aimerais juste ajouter et conclure sur peut-être la façon de mettre en place ce genre de projet d'IA au global. C'est que par rapport à ce qu'on voit chez nos clients, il y a à peu près 2 écoles. Il y a une école qui dit je vais demander à Amazon, je vais demander à Microsoft Copilot de me fournir une solution IA. C'est ma façon de m'équiper de l'IA et je vais en déduire des cas d'usage derrière par rapport à ce que la technologie est capable de m'offrir. Et puis, donc ça, effectivement, cette façon d'envisager le fait de s'équiper d'IA, ça a l'intérêt d'avoir une urbanisation qui est plutôt simple, des coûts qui sont plutôt optimisés parce qu'on n'a qu'une seule facture à payer. Mais finalement, le ROI est incertain parce qu'on a souvent des solutions à des problèmes qui n'existent pas. De l'autre côté du spectre, on va retrouver des personnes qui vont avoir des use cases qui sont poussés par leur métier, sur lesquels ils vont essayer de consulter le marché, et puis avoir des éditeurs qui viennent, qui font un POC, et puis qui mettent en place des solutions. Donc là, effectivement, on a des ROI qui sont un peu plus certains, parce qu'un peu plus travaillés, mais par contre, on a une urbanisation un peu plus compliquée, avec plusieurs acteurs, une urbanisation SI, je parle. Donc, une urbanisation SI avec plusieurs acteurs et des coûts qui sont forcément un peu plus forts. Donc, nous, l'approche qu'on recommande sur le fait de s'équiper de l'IA de façon générale et au-delà des prévisions de vente, c'est de se dire que cette approche drivée par use case est bien la bonne approche, mais il faut l'inscrire dans un cadre de roadmap global avec une urbanisation cible, avec un cadre de sourcing qui soit limité, un cadre de veille technologique qui soit identifié, parce que comme a dit Olivier tout à l'heure, il y a des solutions qu'on ne connaît pas, et ce n'est pas uniquement en drivant par les use cases qu'on va amener la technologie. Il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à voir dans ce qu'apporte la technologie, mais il faut que ce soit cadré par un cadre de veille et un cadre de construction de use case dans une équipe pluridisciplinaire, mais toujours en drivant effectivement par les use case métiers et par le ROI. Et donc, c'est moi qui dois tourner les slides.
On va juste conclure peut-être avec cette question-là, la dernière du Mentimeter. Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès pour réaliser ce genre de projet? On a déjà commencé à en toucher quelques-uns. Mais si on pouvait avoir votre avis sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place, enfin, quels sont les éléments de réussite d'un projet d'implémentation de la sorte. Il y a un petit lag globalement entre le moment où vous instruisez vos réponses et le moment où ça s'affiche à l'écran. Cadrage. Bon, jusque-là, je suis assez à l'aise avec tout ce que vous avez dit. Cadrage, agilité sont effectivement des facteurs clés de succès. On retrouve collaboration. J'aime bien le courage aussi. C'est vrai qu'il en faut. Et une approche effectivement tirée par des business cases. On retrouve beaucoup de data aussi hein, sur plusieurs éléments. C'est intéressant parce qu'on va rebondir dessus. Bon, très bien. Je pense effectivement qu'on a un bon spectre et une bonne compréhension des facteurs clés de succès d'un projet de ce type dans l'audience. Donc c'est plutôt rassurant. Peut-être on va faire un petit tour de table pour avoir nos propres facteurs clés de succès. Je démarre? Ok. Pour moi, effectivement, vous l'avez beaucoup dit, je pense que l'approche par itération est la plus saine pour ce genre de projet. C'est quand même quelque chose sur lequel on est beaucoup moins mûr que sur le reste des technologies. Donc le test and fail, le fait de choisir des périmètres plutôt réduits pour prouver la valeur et construire par itération sur ce périmètre, c'est plutôt une bonne pratique. Le fait de pouvoir, et surtout ce qui est extrêmement crucial, c'est le time to value, la notion de time to value, donc le temps entre le moment où on lance l'initiative et le moment où l'initiative commence à délivrer de la valeur. C'est extrêmement important parce que plus ce temps est lent, plus les attentes sont enflées, plus les contextes d'entreprise qui ont tendance à être un peu plus mouvants aujourd'hui changent et donc la valeur devient caduque. Voilà, donc le time to value, c'est un élément qui est extrêmement important et l'approche par itération sur des périmètres plus réduits nous permet d'apporter cet élément d'agilité du coup sur lequel vous avez rebondi et qui est extrêmement intéressant pour la réussite de ce genre de projet. Alors oui, je confirme. Moi, je suis aussi très d'accord avec les deux termes qui apparaissent en premier, la agilité et cadrage. Je pense que le gros risque avec l'IA, mais c'est pas seulement l'IA, c'est aussi tous les outils un petit peu nouveaux qui sortent du chapeau là depuis 30 ans. Chaque fois, il y a RFID, prévision, etc. De se dire, ok, il y a un bel outil, quel est mon problème? Il y a une belle solution, quel est mon problème? Là, je pense qu'il faut vraiment aussi avec l'IA faire très attention avec ça et pas se dire, ah ben, je peux potentiellement faire ça. Et donc, il faut vraiment être très précis sur le cadrage et on les connaît tous. Hein. Enfin, je pense que tous les responsables supply chain savent en fait les décisions où en fait ils font appel déjà aujourd'hui à des experts avec des données, avec beaucoup d'incertitudes et qui mettent aussi leur profitabilité de leur business, je dirais en plus ou en moins ou en plus ou en moins. Et donc c'est sur ces sujets-là, à mon avis, par lesquels il faut commencer, cibler. Effectivement, là où on a des gens des experts qui sont déjà qui sont en place et qui sont d'un bon niveau, de façon à pouvoir rapidement se focaliser sur des solutions qui vont marcher vite en fait. Parce que je suis d'accord avec ça, le time to value est critique parce que sinon on part sur des sujets pour 6 mois et en fait on se perd en 6 mois, les choses changent. Il faut aller plus vite que ça. Et pour partager moi les miens en fait de facteurs clés de succès par rapport à ce qu'on a pu faire chez les clients, moi il y a toujours un sujet qui m'intéresse, c'est le sujet de qualité des données. C'est souvent un frein. On dit j'ai pas la qualité des données suffisante. Et moi je pense que c'est rarement un bloquant en fait, pour une raison assez simple, c'est que
je suis à peu près sûr que là, dans la salle, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous sous-exploitez le potentiel de ce que vous pouvez déjà faire avec vos données à ISO qualité. C'est-à-dire, on ne fait rien sur la qualité de vos données, on les exploite juste avec de l'IA pour aider dans la prise de décision. Donc ça, c'est le point important. On part de la prise de décision et on se dit aujourd'hui comment vous décidez. Et on se pose la question de comment demain vous pourriez décider de façon plus éclairée, plus automatisée ou plus rapide en exploitant mieux vos données. Et rien qu'en se posant cette question, pour moi, là, c'est à peu près sûr qu'il y a déjà des projets à lancer et des gains à trouver. Et donc c'est pour ça que souvent le sujet de qualité des données, il est mis en avant pour dire attention, on n'a pas la qualité de données. Oui, mais pour moi, le facteur clé de succès numéro 1, c'est d'aligner en fait l'ambition business, et là on revient au cadrage, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire avec le niveau de qualité. Dit autrement, c'est sûr que si j'ai pas, il y a des ambitions business qui ne sont pas atteignables avec un niveau de qualité de données suffisant. Pour prendre un exemple très concret sur les prévisions, je ne vais pas pouvoir avoir des modèles de prévision des ventes hyper précis avec l'IA sur toutes mes granularités, produits, géographie, si je n'ai pas des niveaux de qualité de données incroyables là-dessus. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir de la prévision hyper précise sur toutes les granularités, toutes les géographies pour mieux décider dans mon processus SNOP mes décisions de réappro ou mes décisions d'allocation de stock? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, je pense qu'il y a déjà du gain à aller trouver avec peut-être des modèles de prévision de vente qui ne vont pas être aussi fins, mais qui vont déjà amener de la valeur et qui partent avec déjà les données que vous avez. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, qu'on voit quand même dans humain, engagement, c'est que un autre facteur clé de succès, c'est que c'est vraiment un sujet de transformation de process. C'est-à-dire, dans ce qu'on voit dans l'approche par les directeurs supply chain, et sur le sujet de prévision de vente, c'est criant, on a vraiment la vision outil. C'est-à-dire, ah oui, je veux mettre en place un projet de prévision des ventes grâce à l'IA, je pense outil. Je vais faire un benchmark des éditeurs du marché, et puis je vais me dire, tiens, lequel est le meilleur. Seulement, lequel est le meilleur, en fait, déjà, c'est... on revient au sujet de la décision, c'est comment je vais les évaluer, ce meilleur. Parce que si on laisse l'éditeur nous raconter quel est l'indicateur qu'il faut utiliser pour l'évaluer, on va se faire mener en bateau. D'accord ? Donc, le sujet IA, sur les prévisions de vente, mais surtout, c'est un sujet de transformation de process, et c'est un sujet de transformation de process de la prise de décision. Et ça, c'est un facteur clé de succès. Si on prend le sujet par ce bout-là dès le début, on évite un bon paquet de risques dans la suite du projet. Et maintenant, on passe à le mot de conclusion. Donc le mot de conclusion, je vais juste reprendre la promesse de la table ronde, et puis après, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser les questions. Et donc, je vous laisse juste je fais un petit mot de conclusion pour vous laisser le temps de réfléchir aux questions que vous allez nous poser. Donc on avait posé comme question initiale l'IA pour les prévisions de vente, fausse bonne idée, point d'interrogation. Donc si je dois synthétiser la réponse qu'on a essayé de vous apporter, c'est que c'est une bonne idée lorsque ce n'est pas une finalité et lorsque c'est mis dans un cadre de aider, éclairer à une prise de décision. Donc l'IA pour les prévisions de vente, ça n'est utile et c'est une bonne idée que si vous avez identifié clairement la décision que vous cherchez à améliorer et que derrière, vous avez identifié clairement le KPI, l'indicateur que vous cherchez à impacter en améliorant la précision de vos prévisions de vente. Dans ce cas, si ça c'est clair pour vous en cadrage projet, alors c'est une très bonne idée d'utiliser l'IA pour les prévisions de vente parce que ça va vous aider à améliorer votre prise de décision opérationnelle et donc à créer de la valeur business. Voilà pour le mot de conclusion. Je vous laisse nous poser et avoir vos questions pour qu'on puisse... Oui, on a toute une petite plage d'une dizaine de minutes pour répondre aux questions de la salle. Alors c'est vrai que vous les avez déjà interrogées en mode digital et là on revient à un mode plus traditionnel, mais n'hésitez pas à lever la main. Cathy Paul. Bonjour, j'ai une petite question, c'est-à-dire qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion et c'est quelque chose qu'on pourrait déjà dire aussi avec des outils qui existent déjà depuis longtemps sur les prévisions, qui sont les APS. Et ma question, c'est de savoir, selon vous et par rapport au projet que vous avez déjà mené, comment on va plus loin avec l'IA qu'avec les APS, puisqu'effectivement, la conclusion pourrait être la même. Finalement, on ne met en place des outils que pour prendre des meilleures décisions. On n'a rien réinventé. Donc, qu'est-ce qu'apporte de plus l'IA
par rapport aux algorithmes connus depuis longtemps et qui sont déjà intégrés dans les APS, qui effectivement revendiquent plus ou moins aussi l'usage de l'IA. Mais voilà, selon votre expérience, comment on va plus loin avec l'IA? Et jusqu'où, d'après votre expérience? Merci. Alors, moi, pour avoir vu des APS depuis un certain temps, parce que je pense que la terminologie a dû apparaître au début des années 2000, la difficulté que j'ai vue toujours avec ces outils, c'est que c'est rarement des outils qui sont adaptés complètement à la situation business dans laquelle on se trouve. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on doit toujours tordre les modèles de décision pour les faire entrer dans la solution APS. Alors, il y a peut-être des cas où ça a peut-être évolué. Hein, je ne prétends pas du tout connaître l'ensemble des solutions et leur flexibilité. Mais en fait, moi, c'est vraiment ça que j'ai connu en fait tout au long de ma carrière, de dire ok, on va mettre en place un APS. Déjà, il faut aller convaincre, parce que c'est des gros projets. Il faut aller convaincre son directeur financier que oui, dans 2 ans, si tout se passe bien, on aura baissé le stock de temps, mais sans en être totalement certain, parce qu'en fait, les conditions, tout aura changé en 2 ans. Donc c'est déjà la difficulté de la mise en place d'outils assez complexes comme ça. Et ensuite, ce que je retiens, c'est toujours d'aller tordre ses décisions, la façon dont on fait son business pour que ça rentre dans un modèle, même s'il est flexible, qui reste du marché, qui reste off the shelf et qui reste je dirais, assez contraint. Donc, et moi, ce que j'ai connu avec... alors, c'est peut-être pas vrai, il y a peut-être des contre-exemples. Je ne prétends pas du tout avoir... la connaissance de tous les outils du marché, de toutes les sociétés qui les proposent et qui aident à les intégrer. Ce que je vois, moi, sur l'IA, c'est pour ça que j'appelais ça un peu rafraîchissant, je dirais, en termes d'approche, c'est qu'on a aussi des méthodos qui sont plus rapides, beaucoup plus souples et qui partent vraiment du business, des données qu'on a aujourd'hui pour pouvoir progresser. Voilà. Donc moi, c'est un peu la flexibilité qui est permise aussi avec ces modules d'intelligence artificielle qui sont apportés. Alors évidemment, il faut des gens qui sachent comment les mettre en place, mais c'est mon expérience. Juste pour compléter et rebondir sur ce que tu dis, en fait, la différence fondamentale, c'est que quand on met des briques IA, et là je parle vraiment l'IA, pas le terme marketing, parce que le piège aussi, le sujet, c'est que je ne veux pas me faire peut-être des amis, mais c'est pas grave. Les éditeurs, c'est un terme marketing, c'est-à-dire on dit ah oui, on a une brique IA. Mais en fait, quand on dit ça, on n'a rien dit. Parce que le sujet, c'est est-ce que cette brique IA, elle modélise, elle va s'appuyer sur mes données pour bien modéliser mon business. Et comme disait Olivier, le sujet pour moi fondamental et le changement de paradigme qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un modèle théorique mécaniste qu'on vient appliquer sur ma réalité, qui est un peu le modèle ERP APS classique, mais je vais pouvoir partir de façon empirique de mon business, de mes données, des informations qu'elles contiennent, pour modéliser et pour m'aider, pour extraire de l'information. Je reprends mon analogie du jus de citron, pour presser ce citron et extraire vraiment le jus utile pour moi. Et pas partir de j'ai un modèle théorique mécanique et ça va peut-être, je vais faire rentrer à la fin des ronds dans des carrés et je m'y retrouve encore dans 2 ans. Si je prends une image qui est, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je la prends quand même, c'est vraiment un changement de paradigme de l'ordre de j'ai une vision mécanique de ma supply chain avec des engrenages et un peu comme la mécanique newtonienne pour moi avec l'IA c'est la bascule de la physique un peu classique à la physique quantique, c'est-à-dire la vision par l'information, j'utilise mes données comme source d'information et je pars vraiment de façon empirique de ma réalité et de modéliser mon business et pas en voulant appliquer un modèle préconçu forcément rigide. Et ça aujourd'hui c'est possible parce que les briques technologiques sont là, c'est plus du tout, ça coûte plus du tout une blinde de faire du personnalisé sur les sujets IA. Les briques en fait elles sont disponibles en open source, donc même votre éditeur qui vous dit qu'il fait de l'IA, en fait il utilise les mêmes briques qui sont à disposition. Le sujet c'est de faire la bonne modélisation pour éclairer la prise de décision. Et ça prend pas 6 mois ou 12 mois. À partir de 2-3 mois, on peut voir des premiers résultats. Donc voilà pour compléter peut-être. Une autre question. Le monde du conseil est... Oui, Pierre Fournet, Cabinet Léon, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur l'apport de l'IA pour résoudre des problèmes de prévision complexes, et en particulier la planification dans le domaine des abattages, que j'ai la chance de connaître. Et tu as dit à ce moment-là, c'est important d'aller voir les experts, de prendre leur savoir et de les mettre
dans l'IA. Alors c'est vrai, je pense, dans les cas très complexes, je crois qu'il faut faire aussi attention. Il y a des sociétés qui n'ont pas des niveaux de maturité, qui n'ont pas forcément toujours des experts excellents dans les entreprises. Et si on va voir parfois des entreprises où il y a des niveaux de prévision ou des niveaux de planification relativement faibles en termes de maturité, aller voir les experts extraire leur savoir, c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que ça et leur apporter l'expertise. Alors pour les faire monter en maturité. Hein. C'est ça aussi qui est important. Et c'est pas parce qu'on a l'IA, et si on va chercher l'expertise, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise dans l'entreprise, on ne va pas en tirer grand-chose. Donc il faut aussi apporter en même temps l'expertise pour tirer parti des technologies type de l'IA. C'était pas une question, c'était une remarque. Donc c'était plutôt un témoignage. Moi, je peux peut-être glisser une petite question. Vous avez évoqué le point non bloquant de la qualité des données. Pour vous, voilà, ça n'empêche pas de partir à l'initiative. Mais du coup, je me demandais si on pouvait, à travers l'IA et un projet qui parte comme ça en actant le fait que les données sont pas idéales, si ça pouvait aussi accompagner un travail sur la qualité de la donnée. Et voilà, en avançant, on allait tirer à la fois des résultats du projet lui-même, mais aussi faire avancer son plan de travail sur l'amélioration de la qualité de données. Bien sûr. Effectivement, la data n'est pas un frein. Pour autant, investir dans l'amélioration des données peut aider à avoir de la meilleure qualité sur les prévisions, c'est sur le cycle SNOP, ça c'est une certitude. Mais de dire que c'est pas un frein, c'est exactement comme dire qu'aujourd'hui c'est pas parce que vos données ne sont pas bonnes que vous n'arrivez pas à mettre en place un SNOP dans votre entreprise, sans parler d'IA. Et l'IA n'est que, comme je disais tout à l'heure, la reproduction par la machine de capacités de résolution, de compréhension de problèmes. Donc on peut le faire à partir de données qui ne sont pas de meilleure qualité. Mettre en place l'IA pour améliorer la qualité de données, c'est des choses qu'on fait, qui sont faites sur des outils qui existent sur le marché, mais qui reprennent aussi les mêmes mimétismes de réflexion humaine sur l'exploitation, collecte, enrichissement et machine learning. On le fait avec des solutions, alors open source ou pas, je ne veux pas citer d'éditeurs pour ne pas me fâcher, mais il existe effectivement des solutions sur le marché qui aident à mécaniser ces méthodes d'extraction, nettoyage, enrichissement de données pour améliorer la qualité de données. Juste pour compléter, aligné avec ce qu'a dit Saad, juste pour compléter, on ne dit pas que le sujet de qualité, c'est volontairement un peu provoque, hein, mais c'est pas que le sujet de qualité de données n'est qu'une dimension d'un projet IA. Et ce qu'on constate, c'est souvent que c'est un argument de blocage pour rien faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est ça ne devrait pas être un argument pour ne rien faire. C'est une contrainte à prendre en compte, une dimension à prendre en compte, comme d'autres dimensions, et qu'en plus, dans une approche itérative, eh ben, on fait avec ce qu'on a au début, et puis après, on améliore au fur et à mesure. Et bien sûr que dans les projets qu'on mène, souvent, une des sorties des premières itérations, ça va peut-être être de dire travaillons un peu plus sur la qualité de ces données-là, parce que là, on pense qu'on pourrait améliorer la précision de tel ou tel modèle d'IA, mais qu'on n'a pas le niveau de qualité suffisant. Mais le fait de le faire dans ce sens, c'est beaucoup plus embarquant pour les équipes. Ça met du sens dans le travail rébarbatif, de gérer la qualité de données. En fait, on ne voit plus la qualité de données de façon abstraite. On montre concrètement que si on améliore la qualité de tel type de données, alors on va améliorer la précision de tel modèle qui nous sert dans telle prise de décision. Et donc on lie tout ça à la valeur, et c'est pour ça que, dans ce sens-là, ça me paraît beaucoup plus vertueux que de vouloir l'attaquer tout de suite comme un absolu et comme un idéal. La qualité de données. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Après, la discussion pourra se poursuivre hors de l'estrade. Peut-être une dernière question, sinon c'est moi qui vais la poser. C'est vrai que vous avez insisté sur l'interrogation qu'il faut avoir sur la nature des décisions qu'on veut accompagner. Juste, on n'a pas du tout abordé, et ce n'était pas l'objet de cette intervention, mais le côté système d'information, du moins, voilà, l'IA, c'est bien beau, mais l'IA, d'un point de vue, il y a aussi un point de vue pratique.
comment est-ce que vous avez des recommandations sur la façon de venir, alors vous avez évoqué une brique IA, un module IA, pas forcément très positivement dans la façon dont vous l'avez mentionné, mais voilà, comment est-ce que vous avez une ou deux pistes pour dire comment, d'un point de vue technologique, ça vient se greffer sur les processus et les outils? Donc, si je comprends bien, la question, c'est comment mettre en place un projet IA dans le contexte d'une architecture existante ici. L'approche, c'est toujours. Donc, j'ai parlé tout à l'heure quand je disais la meilleure façon de gérer un projet IA ou de mettre en place une initiative IA, c'est de se doter d'une roadmap autour de ce qu'on a envie de mettre en place comme urbanisation. Effectivement, l'urbanisation, elle ne vient pas en remplacement du legacy, elle vient se coller au legacy. Et les use cases, donc on va identifier, vont être supportés par l'ERP existant, par l'APS existant, par le WMS existant. Il y a des fonctionnalités que l'éditeur amène, mais souvent les use cases qui sont ramenés ne viennent pas avec la fonctionnalité que l'éditeur qu'on a choisi a déjà équipé ses produits. Donc pour moi, l'urbanisation et les notions d'urbanisation viennent en complément d'un legacy et qui doivent être faits. C'est souvent la deuxième partie d'un schéma directeur SI, c'est-à-dire qu'on va définir notre cartographie applicative cible en fonction des besoins métiers et des stratégies départementales des différentes directions métiers. On décide de notre cartographie applicative et par-dessus, on va venir se doter d'une stratégie, cette fois-ci IA, pour venir compléter sur la cible cartographie, enfin la cible applicative qu'on a définie, quels sont les ajouts IA desquels il faut se doter. Je voulais compléter ? Oui, aussi de mon expérience, c'est effectivement, on n'a pas besoin de remettre en cause l'ERP existant ou même tout ce qui est les outils transactionnels d'exécution sur la supply chain, WMS, les outils de transport management, etc. Et on vient coller des briques applicatives. Alors après, techniquement, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes solutions, mais c'est souvent sur des solutions de cloud ou sur lesquelles voilà, on vient connecter ces modules qui tournent déjà sur que ce soit les grandes solutions cloud que la plupart des entreprises maintenant ont d'une manière ou d'une autre, quoi. Peut-être juste pour compléter sur ce sujet cloud, alors on n'est pas ça c'est pareil, une idée reçue, on peut faire de l'IA sans connexion internet, en local, et c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer, et c'est tout à fait possible. S'il y a une contrainte sur je veux pas faire du cloud, je le veux en local, je le veux sans connexion internet, c'est pas un frein, c'est pareil, c'est une contrainte, et ça se gère. Et sur le sujet, effectivement, c'est des briques IA, et c'était pas péjoratif dans ma bouche, si c'est perçu comme ça, c'est pas le cas. En fait, il faut voir ça, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, vos équipes décident déjà en extrayant des fichiers Excel et en triturant. Bon, ben en fait, les briques IA, c'est remplacer le fichier Excel de la personne et du coup qui a moitié dans sa tête, moitié dans le fichier Excel, par, on va dire, un outil qui soit déjà un peu plus robuste et qui encapsule ce savoir-faire et qui s'appuie finalement sur les données ERP existantes pour modéliser un certain nombre de choses. Donc c'est bien, comme l'a dit Saad, en complément. Et pour ceux qui diraient ah ben c'est pas robuste et tout, ben enfin la décision sur le fichier Excel, je ne crois pas que ça soit plus robuste que d'ajouter quelque chose une brique pour le coup vraiment logiciel là-dessus. Donc voilà, en complément des deux interventions. Merci messieurs. On arrive au bout. Ben, merci pour cette intervention. Je vous laisse poursuivre les conversations. Le stand Sitwell, c'est le E32, si je ne m'abuse, et justement pour aider à la décision en matière d'IA de tous ces porteurs de projets qui ont assisté à cette présentation qui ouvrait le programme matinal. Merci à tous. Merci à tous. On se retrouve au stand E32 avec une animation. Et pour ma part, avant que vous quittiez les lieux, je veux vous dire qu'à 10h45,